Le clairon. Et pour notre clairon, je suis très heureuse de retrouver Jean-Dominique Michel. Bonjour. Bonjour Clémence, comment allez-vous? Mais très bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes anthropologue, expert en santé publique, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages, dont La fabrication. Pas la fabrique tout court, non? La fabrication du désastre. L'édition Marco Pieter. Alors, beaucoup de sujets, mais celui-ci, évidemment, le dernier, l'OMS, ça y est, qui a approuvé un traité pandémie pour éviter, je les cite, de revivre, je les cite encore, les errements de la crise due au Covid-19. Et qui de mieux pour en parler qu'Emmanuel Macron qui annonce fièrement cette ratification. On l'écoute. La présentation aujourd'hui de l'accord international sur les pandémies marque une avancée historique. Négocié en 3 ans, cet accord est une victoire pour l'avenir. C'est une victoire pour nos populations qui seront désormais mieux protégées contre les pandémies. La France s'est mobilisée sans relâche afin de porter une vision qui est aujourd'hui ancrée dans ce traité. Celle d'une réponse plus efficace, plus équitable, qui traite tout le monde à la même enseigne, car on ne peut éradiquer une pandémie si on laisse un foyer actif et en face des responsabilités plus claires et mieux partagées, afin aussi que les pays contribuent à prévenir les prochaines pandémies. Et au fond, ce qu'il y a derrière cet accord, c'est cette volonté d'avoir des mécanismes d'alerte partagés, transparents, plus efficaces que ce que nous avons connu lors du Covid, et c'est de réconcilier les concepts d'efficacité et d'équité. Il faut aller le plus vite possible, innover le plus vite possible, mais il faut tout de suite diffuser le plus largement possible ces innovations, car les deux sont inséparables. Chers amis, cher Tedros, vous pouvez compter sur le soutien déterminé de la France dans cette période complexe de réforme de nos organisations de la santé mondiale, afin que celles-ci en sortent plus fortes et prêtes à affronter les défis de demain. Plein soutien donc à cet accord, avec ma gratitude pour tout le travail fait et surtout l'ambition renouvelée pour la suite. Oui, on n'est pas tout à fait rassuré quand on entend cette annonce. Donc plus d'efficacité, bon, on n'a pas vu beaucoup d'efficacité la première fois, plus d'équité non plus, il n'y a pas beaucoup d'équité. Et puis surtout, toujours plus forte, cette OMS annonce Emmanuel Macron. Alors Jean-Dominique Michel, évidemment, vous avez travaillé et analysé le sujet. Comment réagissez-vous à ce nouveau traité ? Comme vous, et pour faire honneur aux chroniqueurs précédents, j'ai envie de dire c'est business as usual, mais aussi bullshit as usual, foutage de gueule as usual, et on le voit. Alors c'est vrai que Macron, qui est une espèce de boussole inversée, dès qu'il dit « chers amis, faites-nous confiance », on comprend a priori à quoi on a affaire, mais c'est toujours le même propos, c'est-à-dire qu'il dit en substance « on a tiré les leçons de la pandémie », alors que la vraie leçon, vous avez rappelé le titre de mon livre, c'est qu'on a fabriqué artificiellement un désastre qui n'avait pas lieu d'être. Ils ont mis en échec toutes les possibilités d'enquête indépendante et rigoureuse. Il n'y a qu'aux États-Unis où, sous l'impulsion de Robert Kennedy et Jay Bhattacharya, on peut espérer que ce bilan honnête soit fait. Et donc, ce qu'ils disent en substance, qui a si bien marché comme entourloupe planétaire lors de la crise Covid, on veut maintenant le figer à tout jamais par des textes de loi relativement contraignants. Alors, si on entre dans le détail du dossier, oui, on voit que c'est bien fait, c'est de la bonne manipulation. Et ils ont tenu compte des oppositions pour que le texte ne soit pas formellement ouvre au risque de vaccination obligatoire ou de choses de cette nature. Enfin, on a déjà vu lors de la gestion de la soi-disant pandémie qu'au fond, ils n'ont pas besoin de texte de loi pour s'arranger au-dessus ou en dessous de la table. Donc, effectivement, tout ceci reste fondamentalement inquiétant. Oui, alors quand vous dites qu'au fond, on avait bien vu déjà avant qu'il n'avait pas besoin de texte de loi, finalement, qu'est-ce que ça va changer, ce traité ? Est-ce que ça change quelque chose, ou à part le fait de suivre que de leur côté, de toute façon, ils ne changent pas de cap ? Alors, je dirais qu'il y a un état de facto où, là encore, si on sait écouter, entendre ce qui est dit au grand jour, Klaus Schwab nous avait dit, on a infiltré tous les gouvernements, ils sont là pour appliquer notre agenda, et notamment Macron en France. Donc, on voit que si 194 États se sont mis d'accord sur ce traité, c'est effectivement qu'il n'y a plus de force d'opposition politique, y compris dans des États qui traditionnellement étaient non alignés ou avaient une certaine capacité de ne pas adhérer en bloc à l'Occident. Donc ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est qu'on est dans un rapport de force où effectivement, ils n'ont même pas besoin de textes comme celui-là.
Toutefois, il existe encore ponctuellement une indépendance de la justice. On l'a vu avec la récente décision de la Cour européenne de justice au sujet des SMS de Ursula von der Leyen. Donc, il peut y avoir encore des petits cailloux dans la chaussure ici ou là. Et ce texte, au fond, donne l'impression d'être juste une étape de plus dans le fantasme d'une gouvernance mondiale. Macron l'a rappelé, dès qu'on fait peur aux gens par rapport à leur sécurité ou leur santé, a priori, on peut compter sur le fait que l'opinion publique se soumette. Donc je dirais que c'est la mise en œuvre très diligente, très habile, si on aime la manipulation perverse de ce qui les motive et les meut. Donc pas de très grosses surprises, mais de nouveau avec une certaine habileté stratégique et tactique. Oui, mais alors, quand vous dites habilité, justement, dans le fait de prendre en compte l'opposition, de ne pas forcément avoir de textes directement contraignants, on peut dire que finalement, pour nous, c'est une victoire, enfin, pour les opposants à cette avancée. Ou pas? Si on croyait en leur bonne foi, ça serait une demi-victoire. Cela dit, allons dans le détail. Ils ont sécurisé par l'article 22 le fait que les États conserveront une souveraineté quant aux recommandations de l'OMS et que l'OMS se contentera de recommandations aux besoins très vives, mais d'une manière qui n'attentera pas de manière formelle à la souveraineté des États. Donc ça, évidemment, que c'est pour rassurer tous ceux qui hurlaient à la dépossession de souveraineté. Et puis après, tout le reste est fait, mais c'est très habile, d'une manière qui va notamment parler à la gauche. C'est comme ça aussi qu'elle a été très captive de la manipulation autour du Covid, en disant en substance, on va contraindre, alors là on est très méchant, Oui. les fabricants pharmaceutiques à fournir au moins 20% de leur production bénévolement pour les pays défavorisés qui, les malheureux, ne peuvent pas protéger leur population avec des tests PCR inutiles et des vaccins dangereux. Et là, malheureusement, tous les idéalistes de gauche, la bouche en cœur, se disent « mais comme c'est beau, l'OMS lutte contre le globalo-capitalisme en garantissant un accès équitable aux ressources de soins ». Avec des mécanismes financiers de coordination, des chaînes logistiques d'approvisionnement mondial. Donc, vous voyez, sur le papier, tout ça a l'air très joli, sauf que une fois qu'on sait à qui on a affaire et quelles sont les véritables intentions qui les motivent, on lit le traité sous un jour totalement différent. Oui. Finalement, on est comme dans la religion. Du même texte biblique ou coranique, vous faire quelque chose de magnifique qui est un support pour une spiritualité rayonnante, ou un objet de fanatisme religieux qui vous conduit à devenir intolérant, voire à vouloir supprimer ceux qui sont pas d'accord avec vous. Donc de toute manière, les textes gardent cette ambiguïté, donc il faut toujours les mettre en rapport avec les intentions de ceux qui les promeuvent. Oui, mais alors quand vous dites que justement les intentions ne sont pas celles qui sont annoncées, notamment celles de contraindre les fabricants pharmaceutiques à donner aux pays moins développés, quelles sont les véritables intentions? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Alors oui, et ils le disent, il y a un slogan qu'ils ont utilisé dans le document qui est One Health, une santé. Une santé globale. Et ce qui est une hérésie pour quiconque connaît le domaine de la santé, parce que la santé, c'est toujours singulier, c'est individuel, ça dépend d'un ensemble de variables populationnelles, géographiques, historiques, génétiques. Et donc, c'est vraiment ce modèle de la modernité. Vous avez souvent invité Michel Maffezoli, c'est où une réponse semblable pour tout le monde et qui est aux mains de ceux qui détiennent réellement le pouvoir. Donc après, le reste, c'est de l'enrobage. Vous voyez, les pharmas prospèrent de manière scandaleuse, notamment sur le fonds vaccinal, dès lors qu'elles sont exonérées de responsabilité et que ça reste un marché très juteux. Mais on va dire, on a prévu une clause de charité où ils vont devoir bénévolement produire 20% pour les plus défavorisés. Oui. Donc, on voit que c'est vraiment de l'entourloupe, mais avec comme intention finale cette gouvernance mondiale qui, de nouveau, est un élément dont ils ne se cachent pas. Et on voit qu'ils ont trouvé le cheval de Troie de la sécurité sanitaire, étant donné que quand vous dites il y a un virus qui rôde et qui peut tuer tout le monde, nous sommes les seuls à pouvoir vous en protéger. De nouveau, les opinions publiques, malheureusement, se soumettent en laissant leur cerveau au vestiaire. Oui, on peut souligner d'ailleurs dans ces pays moins développés, notamment en Afrique, qu'il peut y avoir des méthodes un peu coercitives de chantage au vaccin. Si tu ne te vaccines pas, tu n'as pas accès à d'autres soins, par exemple. Donc, que c'est comment dire, ce côté humaniste de je viens vous apporter le soin chez vous n'est pas du tout à entendre comme on le croit, comme on le croirait, comme il est présenté, Jean-Dominique Michel.
Oui, et puis alors effectivement, on peut penser à d'autres continents, mais je crois vraiment que la contrainte vaccinale tordue n'a jamais été aussi élevée que sur nos pays et sur nos territoires, où on continue à dire, mais techniquement, on n'a forcé personne. Chacun était libre de se vacciner ou de pas se vacciner, mais en prévoyant des Ouais. conséquences tellement lourdes, notamment dans certaines catégories professionnelles. Donc ça, c'est évident. Et puis l'autre élément, il faut aussi toujours remettre les choses en contexte, c'est d'observer que tous les chefs d'État ou de gouvernement qui ont osé s'opposer d'une manière ou d'une autre à la marche en avant du One Health totalitaire ont soit été assassinés, soit victimes de tentatives d'assassinat jusqu'en Europe, avec le Premier ministre slovaque. Mais on se souvient qu'il y a des chefs d'État de Tanzanie, d'Haïti, du Burundi qui ont été liquidés parce qu'ils s'opposaient à la politique suggérée aimablement sans contrainte par l'OMS. Donc là encore, il faut vraiment mettre tous les éléments dans la balance et voir qu'effectivement, et puis cette obsession vaccinale qui avait été décrite dans le magazine Nexus il y a longtemps en arrière, en disant ils sont en train de prévoir des plans de vaccination mondiale. Et quand on sait la réalité des injections géniques et de leur impact sur certains éléments de santé, dont la fécondité, Bien sûr. ça relance effectivement des hypothèses qu'on qualifiera bien sûr de complotistes, mais qu'il faut être capable de penser, ne serait-ce que pour pouvoir les éliminer à un moment donné, mais parce que on sent bien qu'il y a des intentions qui sont très torves derrière ce qui nous est proposé. Ouais, et quand vous parlez de One Health, donc cette réponse unique sur l'ensemble de la planète, hein, qui est l'objectif de ce traité pandémie, puis en général de l'OMS, est-ce qu'on peut réfléchir 2 secondes et se demander si c'est pas justement tout un système, là, c'est sanitaire, mais pas que finalement, il y a un système de pensée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, totalitaire, machiniste un peu, hein, de mettre tout le Oui, monde à un niveau d'égalité. Nous sommes tous des maillons d'une chaîne qui doit fonctionner de la même façon partout. Et oui, oui, c'est tout à fait absolument. renier l'humain. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, on revient vraiment à votre domaine d'anthropologue. On dénie complètement la condition humaine et sa différence, qui veut dire sa richesse, en fait. Oui, oui, tout à fait. Et puis avec cette distorsion qu'on a bien vue qui passe par une guerre impitoyable à toutes les alternatives. Parce que la réalité, on peut le voir maintenant avec le recul, c'est que 98% de la population n'avait pas besoin d'immunisation face au Covid. Elle n'était pas à risque. Et puis avec des soutiens comme de la vitamine D, du zinc, de la vitamine C, ce qui booste le système immunitaire, Ouais. avec des traitements précoces dont on sait qu'ils sont efficaces, on avait de quoi protéger à peu près tout le monde. Mais d'emblée, l'option vaccinale a été prise de manière politique. Je rappelle les SMS reçus par le ministre britannique de la Santé en février 2020 de ses services, attestant l'épidémie n'est pas suffisamment grave pour justifier une vaccination généralisée de la population. Mais à partir de ce moment-là, ils ont tout fait pour exclure toutes les autres options au profit de ce seul Ouais. cheval de bataille, qui était de toute manière erroné. Didier Raoult nous l'avait dit, vacciner contre un vaccin ARN qui mute en permanence, c'est une stupidité. On n'y est jamais arrivé dans l'histoire et on n'y est pas arrivé plus ce coup-ci. Donc ça relance une nouvelle fois sur la motivation de ceux qui font croire, mais cette réponse unique, comme vous le soulignez, est très dans l'état d'esprit de la modernité. Un problème, une solution. Mais comme les systémiciens l'ont souvent mentionné, avec cette mentalité, souvent la solution devient le problème. Oui. Et là, c'est un cas d'exemple. Il n'y avait pas réellement de problème sanitaire au départ. On en a créé un monstrueux. Et là, ils continuent à nous dire en substance, faisons toujours plus de la même chose. C'est ça qui nous sortira d'affaire. Donc, c'est très surréaliste, à vrai C'est dire. tout à fait surréaliste, mais on a bien compris que ce n'était pas forcément leur objectif, d'ailleurs, le soin et la santé des hommes. Alors, maintenant, la question, c'est jusqu'où eux, dans leurs objectifs, peuvent-ils arriver et à partir de quel moment, justement, nous allons, justement, sortir de cette chaîne d'unification et nous revendiquer chacun avec nos droits, nos différences, nos richesses et notre localité, notre enracinement, en fait. Oui. Bah là, on voit effectivement cette ligne de tension où d'un côté, il y a quand même 194 pays qui ont adhéré à cette beuverie, donc c'est quand même massif, Mm. mais c'est un peu comme l'attribution des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde de football. Vous voyez, quand on a attribué la Coupe du Monde de football à la dictature argentine militaire épouvantable, bah, tout le monde a voté. Donc on voit cette duplicité qui peut exister à l'échelle internationale et puis le retrait des États-Unis, probablement de l'Argentine, qui appelle d'autres pays à se retirer aussi, crée une tension dans l'autre sens. Et puis, on est dans cette fuite en avant qu'on voit dans tous nos pays où finalement les gouvernements allant toujours de manière toujours plus virulente dans une direction qui, à l'évidence, est toxique, commencent quand même à éveiller les consciences.
Donc, on le voit en France aussi avec les implications possibles de Macron dans les élections en Roumanie. Oui. Ça... Ah. On vous a perdu 2 secondes. Jean-Dominique Michel, est-ce qu'on va récupérer le réseau? On ne vous entend plus. On va tenter de vous récupérer encore une fois, peut-être par téléphone. Jean-Dominique Michel, je rappelle, auteur de... telle ampleur. Oui. Pardon, on a été coupé. Allez-y, on vous reprend. D'accord. Donc ces gens doivent tenir un mensonge d'une telle ampleur que c'est difficile et que plus ils vont en avant, plus au fond ils se démasquent et sont à risque de susciter une réaction de lucidité, sinon dans la population, au moins dans certaines élites, entre guillemets, qui détiennent les clés de la docilité des populations. Donc c'est très intéressant à observer. Le règlement sanitaire international permettait déjà à peu près tout ce que le traité va entériner. Maintenant, ça reste risqué pour eux parce qu'ils cherchent à passer en force quelque chose qui risque de leur péter au visage tôt ou tard. Et on peut souhaiter malgré tout, quoi qu'on pense de la présidence Trump, que les États-Unis fassent des émules sur ce coup-ci. Oui, bah d'ailleurs, on peut préciser quand même que les États-Unis donc, se retirent de l'OMS et donc évidemment, on a entendu notamment Robert Kennedy critiquer cet accord, ce nouveau traité sur les pandémies. Donc on voit bien qu'il y a c'était quand même le premier financier de l'OMS, les États-Unis. Donc ça va quand même mettre à mal, en effet, vous le rappelez, ce nouveau traité et les 192 pays, si je ne me trompe pas, que vous avez cités, ont trouvé maintenant chez les Américains un nouvel opposant. Donc c'est quand même particulièrement intéressant ce qui se passe. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour la suite? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir récupérer le droit finalement de se soigner comme on le sent et surtout de vivre sainement, ou vous pensez que malheureusement il risque d'aller toujours plus loin et on le voit bien, il prépare la prochaine pandémie. Ce qui fait peur quand ils disent qu'il faut se préparer à la prochaine pandémie, c'est qu'on se demande s'il ne va pas y avoir justement une nouvelle pandémie qui les arrange. Comment vous voyez les choses, Jean-Dominique Michel? Oui, le risque que vous nommez ici est tout à fait réel. Cela dit, la prise de parole de Robert Kennedy Jr. a été remarquable. En 6 minutes, il a fait un condensé des critiques légitimes à adresser à ce projet de traité qui sont somptueuses. Et puis je pense effectivement que, alors je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis pessimiste, comme dirait Philippe Bobola, mais je pense que on est effectivement dans un combat d'arrière-garde d'un monde qui est en plein effondrement. Oui. Et en ce qui me concerne, ma confiance, je le dis très benoîtement, réside dans les prochaines générations, et notamment celle qui est en train d'arriver dans la vie active. On le voit autour de la question de la Palestine, mais on le voit sur un ensemble d'enjeux de société où eux sont déjà dans un autre monde et où toutes ces ficelles d'un totalitarisme imposé par la peur, au fond, ne tiennent pas. Ils ne gobent plus les excuses oiseuses qu'on brandit pour justifier toutes les turpitudes. Et je pense que c'est un combat d'arrière-garde. Alors, ceux qui cherchent à l'imposer ont des moyens quasi illimités. Vous avez mentionné que les États-Unis se retirent, mais la Chine augmente sa contribution à l'OMS. Eh oui. Donc il y a effectivement... Ça, c'est quand même à noter aussi, la Chine. On a du mal à percevoir le rôle de la Chine au sein de l'OMS, parce qu'on considère comme ennemi des Américains. Aujourd'hui, elle participe à cette OMS. Comment vous comprenez ça, vous? Je le comprends pas du tout. Parce qu'en fait, Gates adore la Chine, Klaus Schwab adore la Chine, Oui. Klaus Schwab a un buste de Lénine dans son bureau, donc franchement, c'est très incompréhensible. Oui. Si ce n'est qu'on a vu une collusion objective d'intérêts entre Gates, Fauci, le Parti communiste chinois et l'OMS, et le World Economic Forum, qui est quand même assez troublante. Donc franchement, j'ai pas de clarté intérieure par rapport à ça, si ce n'est précisément ce modèle de la modernité finissante, ce matérialisme à outrance qui ne peut déboucher que sur des tentations de politique autoritaire, et qui est au fond le point commun entre tous ces différents personnages et l'influence délétère qu'ils déploient sur le monde. Oui, il y aurait un lien de tentative de surveillance généralisée entre ces pays. C'est tout de même assez inquiétant, mais comme vous le disiez, c'est peut-être aussi la fin d'un monde, mais on le sait, comme les bêtes qui sont acculées au mur, c'est peut-être le moment où elles sont le plus dangereuses aussi. Donc est-ce qu'il faut rester méfiant malgré tout? Ah oui, il faut rester extrêmement prudent, mais en ce qui me concerne, je garde une confiance fondamentale qu'au fond, c'est un combat perdu d'avance. Alors, comme vous le dites, ils peuvent en devenir que plus dangereux à mains égards, donc je ne pense pas qu'on va vers des moments très tranquilles, mais que ça sera un cap à franchir, parce qu'au fond, il y a quelque chose qui devient injouable dans la partition qu'ils cherchent à imposer. Tant que la population est hypnotisée, chloroformée, désinformée, ma foi, ça passe, mais
même là, quand on sonde déjà à l'heure actuelle les convictions réelles de la population, on voit ce détachement, hein, cette séparation entre le monde qu'ils cherchent à imposer et ce que les gens, dans leur espèce de bon sens populaire, identifient comme étant malgré tout assez indéniable. Donc ça va prendre encore du temps, mais la direction générale continue de me paraître bonne dans l'ensemble. Bon, bah, ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et peut-être, Jean-Dominique Michel, pour finir, quel est justement le conseil que vous donnez à tous nos auditeurs qui veulent se concentrer sur comment dire, une espèce d'esprit de résistance contre ces traités One Health, mais en général contre une espèce d'uniformisation de la société? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Je crois effectivement qu'on a passé beaucoup de temps, et à juste titre, dans la résistance et la dénonciation, qu'il est important de mettre autant d'énergie dans la construction du monde à naître, pardon. Et aujourd'hui, on voit par exemple cette défaillance terrible de la médecine, où ça prend des mois et des mois pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Les urgences de l'hôpital, on est de retour à l'époque de Molière. Je rappelle qu'à l'époque de Molière, on allait voir le médecin que s'il n'y avait plus aucune solution et que le cas était désespéré et qu'on se disait, dans le pire des cas, peut-être que ça apportera une solution. Donc on est de retour, j'ai envie de dire, dans cette configuration. Mais la vraie réalité, si j'ose dire, c'est que 90% des maladies peuvent être soignées efficacement sans retour à la médecine chimique. Donc, puisque la médecine s'enferme et a fait une purge de tous les soignants qui gardaient une éthique et une humanité, mais que par ailleurs on peut se passer d'elle si on sait à qui s'adresser et quelle stratégie de soins proposer, peut-être qu'il est temps aussi de faire sécession de manière massive sur ce sujet comme tant d'autres et de déjà créer le monde qui va pouvoir se substituer à celui qui est en plein effondrement. Merci beaucoup Jean-Dominique Michel pour ces conseils. Je rappelle votre livre La fabrication du désastre aux éditions Marco Pieter. Merci encore Jean-Dominique Michel, merci à vous tous. Vous pouvez mettre beaucoup. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique. On va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place, parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous, parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules, ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance, allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.